Sébastien Rapinet, je suis postdoctorant à l'université de Rennes 2 et donc je suis géographe et je voulais intervenir aujourd'hui pour vous faire un petit bilan de presque 10 années de travaux sur la cartographie de la végétation, plus spécifiquement des communautés végétales. Et je voulais présenter mes travaux à des gestionnaires, parce que j'ai l'habitude de les présenter à des scientifiques dans le cadre de publications. Mais aujourd'hui, je voulais en discuter avec vous, donc soit juste après la présentation, soit même ce soir. Donc, pas mal de co-auteurs, comme vous pouvez le voir, des géographes et des phytosociologues. Alors, dans un premier temps, on a évalué les images satellites à très haute résolution spatiale, à 2 mètres de résolution, mais on n'avait pas forcément la volonté de faire des cartographies de communautés végétales. Donc, voilà le type de carte qu'on produisait. On avait des grands types de milieux, des formations végétales, avec une bonne échelle cartographique, 10 millièmes, une bonne précision globale, mais la typologie n'était pas suffisante pour les communautés végétales. Et la réflexion, on avait abouti à la réflexion suivante, notamment Bernard Clément, qui nous avait dit il faudrait une information sur la microtopographie, parce que la microtopographie, ça structure vraiment la répartition spatiale des communautés végétales. Donc, en 2010, il a fallu le temps de monter un projet de financement, parce que les données LIDAR, ça coûte cher. Donc, en 2010, acquisition des données LIDAR. Et donc, dans les données LIDAR, il y a 2 types de produits qu'on peut en dériver. C'est un nuage de points en 3 dimensions. Et la façon la plus facile de l'analyser, c'est de convertir ça en information en 2D. Un modèle numérique de canopée, donc qui est la hauteur de végétation, et le modèle numérique de terre. Donc tout d'abord, le modèle numérique de canopée, on l'a évalué toujours sur la Dordogne, à 1 mètre de résolution, on l'a couplé avec une image multispectrale, et en fait, on était toujours resté sur une typologie ENIS, et ça a montré qu'on améliorait encore la caractérisation des formations végétales, parce que là, on avait en plus vraiment une caractérisation par strate, avec toujours une très bonne précision globale. Mais bon, on n'était toujours pas en phytosociologie. Et à partir de 2013, j'ai intégré le programme CARAB, donc cartographie des habitats, et donc le ministère de l'écologie a fortement insisté, il nous a dit de faire vraiment des cartes de phytosociologie, donc d'associations végétales, du moins de complexes d'associations. Et donc avec des données LIDAR, on a commencé, donc le modèle numérique de terrain cette fois-ci, on a commencé sur le marais Poitevin, on a couplé ça avec des relevés phytosociologiques, et on a montré qu'un gradient effectivement de 40 cm en altitude, ça structurait 3 communautés végétales. Alors ce ne sont pas des associations, ce sont des grandes communautés. Donc mésophiles, mésohygrophiles et hygrophiles. Et on avait une très bonne précision échelle cartographique, on était au 1/5 millième, et en plus une très bonne précision de classification, 90%. Et en fait, voilà, on montre qu'il y avait bien une détection indirecte, une cartographie indirecte via la microtopographie et donc la durée de saturation en eau du sol. Mais cette durée de saturation en eau du sol, elle ne dépend pas que de la microtopographie, elle dépend aussi de la gestion hydraulique que les gestionnaires peuvent apporter aux marais, comme les réserves de Saint-Denis qu'on a vu tout à l'heure. Donc ça posait la question de la reproductibilité de l'approche. En 2014, il y a eu des progrès technologiques et il y a eu les nouvelles séries radar, donc ces images SAR, satellites, avec une haute résolution spatiale et une haute fréquence temporelle. Et donc on a évalué ces images-là sur la vallée du Couesnon, les marais du Couesnon, près du Mont-Saint-Michel. On avait 6 images échelonnées entre février et juillet, à 2 mètres de résolution, et puis en données de référence, on avait les cartes phytosociologiques, une carte terrain qui avait été élaborée par l'équipe de Bernard Clément. Et ce qu'on a montré, c'est que ça permettait d'obtenir une bonne précision de classification, à peu près 90%, et puis là, cette fois-ci, on contournait le problème qu'on pouvait rencontrer avec le LIDAR, c'est-à-dire que sur le marais, vous avez à votre gauche ici, on retrouve des prairies plutôt longues, moyennes ondées, des communautés plutôt hygrophiles, alors que sur le marais là, les prairies sont un peu plus, les communautés sont un peu plus mésophiles, voire mésohygrophiles. Et ça, c'est alors qu'on est à des altitudes similaires. Et donc ça, c'est purement un effet de la gestion du marais de Soujal à gauche, où les gestionnaires ont la volonté de maintenir un niveau d'eau pour
des fins environnementales. Et la question qui s'est posée quand même, notamment Jean-Bernard Bousillier m'avait posé la question, mais peut-on cartographier les associations végétales, donc entrer à un niveau typologique plus fin. Et donc là, c'est un travail qui nous a pris beaucoup de temps. On l'a mené sur le marais Poitevin, donc 144 km² l'ouest du marais Poitevin. On avait une image multispectrale à 2 mètres, le MNT lidar de l'IGN, et beaucoup de relevés phytosociologiques, à peu près 600. Et voilà la carte en résultat, carte dérivée des images satellites. Alors cette fois-ci, la typologie doit plus vous parler, parce que c'est une typologie qui est compatible avec le prodrome des végétations de France, au niveau association, voire sous-association. Et donc vraiment une grande emprise. Là, voilà, on a 144 km², donc c'est un grand site d'études cette fois-ci. Mais en fait, le problème, c'est que la précision cartographique était de moyenne, 65-70%. Donc c'est-à-dire qu'il y avait beaucoup d'erreurs. Et en fait, ces erreurs, elles sont liées à la réponse spectrale du satellite, qui est essentiellement liée à la biomasse. Donc il y avait des confusions entre les associations végétales de biomasse similaires. C'est ce qu'on montre un peu ici, c'est-à-dire qu'il fallait faire un choix. Soit on avait une typologie floristique, donc le prodrome de végétation, la typologie avait du sens d'un point de vue floristique, mais on avait des précisions cartographiques faibles, soit à l'inverse, on avait une typologie dite spectrale, donc ça revient à des formations végétales, donc ça n'avait plus d'intérêt d'un point de vue, ça n'avait plus de cohérence d'un point de vue floristique, par contre ça avait une bonne précision cartographique. Donc, on était face à un dilemme. Et récemment, donc là, c'est les prochaines diapos, c'est les travaux qu'on a fait cet été, on s'est posé la question de savoir si les nouvelles séries temporelles Sentinelle-2 permettaient de contourner ce problème. C'est-à-dire d'avoir à la fois une typologie cohérente floristiquement et une bonne précision cartographique. Alors là, on est retourné sur le site du marais du Pouénon. Et on a comparé d'une part 10 images Sentinelle-2, donc 10 mètres de résolution spatiale, donc 10 images acquises entre le mois de novembre 2016 et juillet 2017. Et on a comparé ces séries-là avec une image Spot 7 et une image Pléiade. Donc une seule image, mais une résolution spatiale plus fine. Et on a fait également ça. L'équipe d'EcoBio, de l'UNR-EcoBio, a fait 143 relevés de végétation. Donc ces 143 relevés ont été classés par analyse numérique, une classification Queenspan, et on a fait 7 classes. Alors ça paraît, on a volontairement surdivisé pour voir jusqu'où le satellite pouvait aller. Donc, dans ces 7 classes, le rattachement au prodrome de végétation est en cours, mais globalement, la classe 1, ça correspond à des prairies Arenaterum et Lassus, donc prairies mésophiles de fauche. Et puis on a un gradient qui va jusqu'à la classe 7, où là on a des prairies pâturées avec de la glycérie. Et les résultats sont les suivants. C'est qu'avec la série temporelle, cette fois-ci on atteint une précision globale de 4,79%, donc presque 80%, alors qu'avec une seule image, donc Spot 7 ou Pléiade, on plafonne toujours à 65, voire 51%. Mais, c'est quand même une bonne nouvelle, mais le problème c'est que la résolution spatiale, cette fois-ci de Sentinelle-2, 10 mètres, fait que le rendu cartographique, là l'échelle est dégradée, on n'est plus qu'au 25, j'en ai 25 millième, peut-être un peu plus précis, 20 millième. Donc ce qui a une conséquence que seuls les patchs dominants sont spatialisés. Mais bon, voilà, le message à retenir ici, c'est que la résolution temporelle, a priori, est plus importante que la résolution spatiale. Et puis là, on cherche actuellement aussi à voir, dans la série temporelle, quelles sont les dates les plus discriminantes. Et ce qu'on montre, en fait, c'est que les dates les plus discriminantes, pour cartographier les associations végétales, c'est les images de mai, avril et mars. Ce qui correspond, en fait, d'une part à l'assèchement du marais, et d'autre part à la croissance de la végétation. Donc là, il faut qu'on fouille un peu dans cette direction. Voilà. Donc ça, c'est pour les associations végétales. On a aussi fait une étude à un autre niveau scalaire, au niveau des géoséries. Alors là, on a montré qu'en fait, il y avait, on a changé d'image satellite. Précédemment, on était sur des images à très haute résolution spatiale, entre 1 et 20 mètres de résolution, et là, on passe à des images plus grossières, entre 20 et 250 mètres. Et on montre
on a montré sur les marais atlantiques de l'ouest de la France qu'en fait, on pouvait cartographier quatre géosignes d'état. Donc les marais salés, saumâtres, subsaumâtres et doux, avec une précision très correcte, 85%. Et en plus, les Espagnols et les Chiliens ont beaucoup travaillé sur des cartographies qu'ils appellent fonctionnelles, donc ils font la somme des indices de végétation sur une année, et ils relient ça à la production primaire nette. Et on a essayé de faire ça sur les géoséries, donc on avait 36 images MODIS, à 250 mètres de résolution. Et voilà le résultat. Sur la gauche, vous avez la carte dite structurelle, donc les géoséries, et sur la droite, la carte fonctionnelle, qui correspond à la somme des NDVI sur un an, donc la somme, si vous voulez, de la biomasse sur un an. Et donc on voit, vous pouvez deviner qu'il y a une certaine relation entre le type de géosérie et la production primaire, la somme des NDVI. Et donc là, je vais un peu synthétiser sous un graphique, et on voit qu'il y a un fort gradient avec des valeurs de NDVI, de somme de NDVI faibles sur les marais salés, et qui augmente au fur et à mesure qu'on tend vers les marais doux. Donc ça rejoint finalement un peu les conclusions que Kevin a montrées tout à l'heure. Donc voilà où on en est. Donc pour conclure, au niveau des formations végétales, on peut considérer ça opérationnel, mais bon, c'est un intérêt limité pour la phytosociologie. Pour les grandes communautés végétales, on a des précisions qui sont très correctes, 85%, et surtout, en fait, on cartographie ça de façon indirecte via les modes de gestion hydraulique et même agricole. Je ne vais pas présenter ça, mais on peut aussi avoir les pratiques agricoles, pâture, fauche, pâture et fauche. Donc ça fait aussi un lien vers les usages, parce que c'est le thème du colloque. Au niveau des associations végétales, grâce aux séries temporelles, a priori on peut passer de 60 à 80% de précision globale, mais on a une échelle pour l'instant qui est limitée au 25 millième, donc ça a testé avec d'autres images satellites, parce qu'en fait, il y a une amélioration, des progrès constants d'un point de vue technologique. Donc, on est un peu porté par cela, donc on va tester ça avec des séries temporelles Spot 7, et on montre que la résolution temporelle est plus importante que la résolution spatiale. Pour ce qui est des géoséries, donc ça a fonctionné sur les marais atlantiques, on avait des bonnes précisions globales, mais ça reste à confirmer sur d'autres milieux. Voilà. Et la cartographie fonctionnelle que je vous ai présentée, voilà, ça a aussi des liens vers vers les services écosystémiques par exemple. Alors, actuellement, les gestionnaires, là j'ai pris un exemple, l'image de gauche, c'est ce qui est actuellement utilisé dans le cadre des rapportages européens sur la directive Habitat par les gestionnaires du marais. Donc la fiabilité est à 100%, mais par contre l'échelle est très grossière et la typologie est très simplifiée, mais c'est 100% de précision. À l'inverse, avec les satellites, on peut avoir une cartographie beaucoup plus détaillée, mais on n'est qu'à 65% de précision globale. Donc, est-ce qu'on va pouvoir avoir 90% à court terme? C'est la question. Nous, on est plutôt optimistes. Pourquoi? Et bien parce qu'il y a des enjeux méthodologiques qui vont sur lesquels les scientifiques travaillent, notamment au niveau terrain, au niveau des relevés de végétation. Donc il y a une volonté de regrouper les relevés dans des bases de données, par exemple je pense. Et puis au niveau de la typologie, il y a un gros travail de fait qui va être fait pour mettre à jour le prodrome des végétations, ou au moins le consolider, grâce à des analyses numériques semi-supervisées. Donc ça, cette typologie, ce travail sur purement de phytosociologique, ça va permettre de consolider les bases pour, en parallèle avec les données de télédétection, eh bien, confronter ça. Et notamment en télédétection, il y a des gros progrès qui sont faits sur les algorithmes de classification et sur l'analyse de séries temporelles, et ainsi que l'analyse de ce qu'on appelle Big Data, donc les gros jeux de données. Donc tous ces progrès-là nous font espérer qu'on aura, d'ici à court terme, d'ici 1, 2, 3 ans, la possibilité de produire des cartes, des associations végétales avec une bonne précision. Et donc je termine avec un petit clin d'œil, avec une image de la télédétection qui permet de voir des phytosociologues en pleine action. Donc, je vous remercie. Quand tu parles de la cartographie au niveau des associations végétales, moi, avec une échelle limitée, donc au 1/25 millième,
c'est dans le cadre du programme CARAB. Quid des cellules paysagères, puisqu'on est vraiment là dans cette échelle. Bah, c'est exactement, en fait, c'est quand on montre la diapositive un peu, voilà, ici, tu vois qu'en fait, Sentinelle-2, on l'a mis là, parce qu'on ne sait pas trop, justement, si on est au niveau des géoséries ou au niveau des associations. On ne sait pas trop, et du coup, on a testé dans un premier temps la situation au niveau des associations, et effectivement, l'intérêt, c'est de tester au niveau des géoséries. Il y a quelque chose entre ces associations. Bah oui, c'est ça, c'est ce niveau intermédiaire, c'est le complexe d'association, la cellule paysagère. Oui, oui, ça mériterait peut-être d'être. Voilà, effectivement. Moi, je m'interroge un peu au côté pratique. J'imagine que c'est une méthode qui coûte cher. Et à ce moment-là, à quel moment c'est plus intéressant d'utiliser cette méthode plutôt que des. Alors, quand vous parlez de la méthode, c'est l'approche par télédétection. Voilà, alors non, ça ne coûte pas cher. Ah, les données sont gratuites maintenant pour les gestionnaires, donc c'est payant pour les bureaux d'études. C'est gratuit pour les gestionnaires. Les données, donc les images Sentinelle-2, les images Spot 5, donc voilà, le coût des images satellites a chuté, voire est gratuit. Les données LIDAR, auparavant, je crois que le CEN Loire avait payé une fortune pour. Voilà, maintenant l'IGN a fait des vols et a mis à disposition gratuitement pour les gestionnaires voilà, les données LIDAR sur toutes les vallées alluviales de France. Donc les données ne coûtent pas cher. Ce qui va coûter cher, c'est on est encore en phase de développement, donc c'est des coûts de main-d'œuvre. Si je peux apporter un complément de réponse, à mon avis, l'intérêt, c'est que ces images permettent de remonter dans le temps. C'est-à-dire, je n'ai pas fait mon terrain en 2017, mais en 2019, je peux regarder les images satellites de 2017 et comparer avec 2019. Voilà. Parce qu'en fait, il y a encore 5 ans de ça, vous étiez dans le cadre d'Olivier, vous vouliez récupérer les images de 2017 en 2019, on vous disait, bah non, sur votre site d'études en Camargue, il n'y a pas eu de satellite à passer à la bonne date, où il y avait des images, vous n'avez rien. Alors que maintenant, il y a systématiquement un suivi continu, enfin, c'est l'ESA, l'Agence spatiale européenne qui met ça en place, il y a un suivi continu, donc il y aura forcément une image qui sera disponible. Peut-être que Guillaume pourra m'enseigner aussi. Tu travailles avec l'Université de Saint-Étienne, je me souviens, c'est Benacoste et Priscilla. Là aussi, elle a travaillé sur l'Université de Rennes, dans le même programme CARAB. De quelle manière vous travaillez ensemble, les universités, pour définir le bon modèle de télédétection, la bonne méthode d'analyse? Alors, non, moi, en fait, moi, dans le cadre du programme CARAB, c'est un peu particulier. Il y avait la partie, un volet opérationnel, donc, avec l'Université de Saint-Étienne, entre autres. Et à Rennes, nous, on avait, entre guillemets, un volet recherche. Donc, en fait, le ministère nous a financé pour voir si, pour anticiper à moyen terme, voir s'il n'y aurait pas d'autres méthodes, des façons d'améliorer la méthode qui est en cours de développement. C'est comme ça que ça se. Donc il y a quand même un groupe, peut-être qui a oublié, ou Céline, vous voulez le préciser, c'est qu'il y a un groupe aussi des télédétecteurs au sens large, peut-être tu peux. Bon, ben voilà. Qui se réunit et toute la méthode justement d'analyse des images et tout ça, et le processus ont été en fait définis collectivement par les universitaires, la maison de la télédétection, voilà. Et tout cela est venu pour le début du programme CARAB et en tout cas la disponibilité des données, des méthodes et des outils au début du programme CARAB et celles telles qu'ils existent maintenant, on a un gap tel que ça nous oblige aussi à évoluer dans la méthodologie. Les résultats que je vous présente aujourd'hui, les données sont disponibles depuis même pas un an. Voilà. C'est une petite question par rapport à la typologie, finalement, là tu évoquais les prairies, finalement, les végétations aquatiques, et aussi, je crois que c'est les végétations de marque temporaire, qui apparaissent qu'à partir de septembre-octobre. Elles ne sont pas prises en compte, parce que les images sont prises que de mars à juin. Voilà. Oui, effectivement, donc dans l'élaboration, dans la classification des relevés, ces espèces-là ne sont pas prises en compte. Par contre, elles ont été prises en compte pour l'établissement de la typologie paysagère de ces relevés, puisque ça avait été fait, notamment avec le travail de GU et Talent 91, où là, il y a des associations aquatiques qui sont bien.